C'est parti. Allez. Alors, merci à toutes et à tous. Bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin. On va passer une petite heure ensemble sur un sujet qui doit du coup vous interpeller si vous êtes avec nous ce matin. Il s'agit donc des PME et ETI, comment être une entreprise inclusive et performante, engagée pour l'emploi et le handicap. On va en fait essayer de couvrir un peu quelques éléments qui sont des éléments de constat, mais aussi des enjeux et commencer en fait à essayer de vous communiquer quelques axes de solutions sur ces sujets. Et peut-être que pour commencer, je vous explique un petit peu comment ça se passe. Alors pour que voilà, vous pouvez communiquer avec nous via le chat, et notamment si vous avez des questions. Peut-être que pour la fluidité en fait de ce webinaire, on prendra les questions à la fin et on prendra tout le temps qu'il faut, entre 15 et 20 minutes, pour les questions que vous avez à nous poser. Et nous avons Tiffaine, que vous ne voyez pas, mais qui modère derrière et qui nous passe les questions. Et on prendra évidemment tous les éléments. Vous avez la possibilité également de demander la présentation à laquelle vous allez assister ce matin. Donc, vous avez un petit bouton normalement sur Webikio qui vous permet d'en faire la demande. Ou alors, vous pouvez faire autrement. Vous pouvez nous laisser votre email sur le chat et du coup, Tiffaine récupérera votre email pour vous envoyer la présentation dans la journée. Voilà, si ça convient à tout le monde, enfin j'espère que ça convient à tout le monde, je vous propose de démarrer et de peut-être se lancer sur les présentations. Et Redouane, si tu veux bien te présenter, s'il te plaît. Merci Antonio. Donc Redouane Benani, donc je suis président de Talent Handicap et j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Antonio, que je t'invite à te présenter aussi. Très bien, eh bien, Antonio Moret, je travaille dans le domaine de l'événementiel et de l'accompagnement aussi sur tout ce qui est emploi et formation, et notamment avec Redouane et les équipes de Talent Handicap pour accompagner en fait les entreprises et essayer de proposer des solutions sur ces sujets de diversité et plus spécifiquement le handicap et des éléments qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, Redouane, est-ce que, pour commencer quand même, est-ce que tu peux nous présenter le groupe rapidement, mais nous présenter le groupe Talent Handicap pour que les gens sachent à qui ils ont affaire? Bien sûr, bien sûr. Donc, Groupe Talent Handicap est une entreprise qui existe depuis 15 ans. Donc, on a créé en 2009 pour innover dans le monde de l'événement. Et donc, ça permet de dématérialiser les événements. C'était le point de départ. Et on s'est spécialisé en 2012 dans l'emploi et le handicap, avec le lancement de nos forums en ligne, Talent Handicap. C'était plusieurs forums dans l'année qui permettent de mettre en relation les employeurs avec les candidats en situation de handicap. Ce sont des forums aussi qui permettent de valoriser l'engagement des entreprises pour le handicap et pour l'inclusion. On a lancé quelques années plus tard un organisme de formation, donc Talent Handicap Formation, parce que la formation représente un levier important pour progresser dans l'inclusion et pour réussir dans le recrutement et dans l'emploi de manière générale. Voilà en quelques mots qui nous sommes en fait au niveau de groupe Talent Handicap. Très bien, merci Redouane. On va tout de suite donc attaquer le sujet. Encore une fois, comme je vous le disais en introduction, des éléments à la fois sur le contexte de l'emploi, concernant les PME et les ETI. On va aborder le sujet du handicap, même si c'est rapidement, mais on va quand même recontextualiser et donner des informations quand on parle de handicap, de quoi on parle en fait, handicap en entreprise. Et ensuite, vous proposer des exemples et des axes en fait pour opérer et être ce qu'on appelle ou devenir, prendre la voie de l'entreprise inclusive. Alors, peut-être quelques mots sur pourquoi les PME et les ETI. Alors, envoyer cette présentation. On a pu trouver, en termes de sources initiales, des chiffres qui datent, il me semble, de 2015. On n'a pas trouvé plus récent, mais l'échelle doit être à peu près bonne. Alors, pourquoi les PME et les ETI? Tout simplement, comme le montre ce tableau, les plus gros employeurs de France sont les PME et les ETI. Et ça s'avère vrai à la fois dans les emplois qui sont effectifs, mais c'est vrai également, en fait, dans les recrutements en cours. Et si tu veux bien, Redouane, passer au tableau suivant.
Voilà, on montre bien là qu'en fait, on peut même descendre jusqu'au TPE, hein, mais les intentions d'embauche sont principalement en fait portées par les TPE et les PME. Donc, pourquoi on aborde ce sujet ce matin? Tout simplement parce que il était important pour nous en fait de recontextualiser, de s'adresser aux PME et aux ETI pour leur dire qu'il y a peut-être des solutions qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser. Et puis, il y a ce sujet du handicap qui est un vrai sujet quand on souhaite recruter et d'ouvrir un peu ou d'éveiller sur le sujet si certains d'entre vous ne sont pas encore penchés dessus. Alors, grosso modo, ce que font apparaître également ces tableaux, c'est que les PME et les ETI sont face à pas mal de difficultés dans le recrutement. Donc là, ce que montre ce schéma, c'est que souvent, en termes de sourcing, il y a d'énormes difficultés puisqu'il n'y a pas suffisamment de candidats qui vous arrivent. Il y a parfois des problèmes de compétences. Ces compétences qui se relèvent par être des candidats qui ne sont pas tout à fait adéquats à ce que vous cherchez en termes de compétences. Donc, il y a aussi le sujet de formation derrière. Et on parlera, je crois, pendant quelques temps, Redouane, de l'apprentissage, qui peut être un vrai moyen, en fait, pour vous de rendre aptes, en fait, en termes de compétences, les candidats pour pouvoir les recruter. Et puis, il y a parfois les conditions ou la géographie de l'emploi. Enfin, tout ça, ce sont des contraintes quand même qui se cumulent et qui finissent par de vrais soucis, notamment pour les PME. Alors, pourquoi Talent Handicap, nous y intéressons de plus près aussi dans notre vocation à proposer de l'emploi aux personnes en situation de handicap. Alors, en résumé, c'est la slide d'après, s'il te plaît, Redouane. En résumé, parce que je ne vais pas vous donner tous les éléments des tableaux, mais ce qui est très important, c'est qu'on puisse proposer en fait aux candidats en situation de handicap une diversité de métiers, parce qu'un maximum de métiers doivent leur être proposés. Ça nous paraît très important. Et le deuxième point qui est également très important, c'est de pouvoir distribuer des propositions d'emploi sur la totalité du territoire. Et il y a parfois, notamment en travaillant avec les grands groupes, des zones géographiques qui ne sont pas couvertes, alors qu'il y a des vrais besoins et que, on va dire, l'informatique et le forum en ligne va nous permettre d'adresser assez facilement, on y reviendra tout à l'heure, et ça, c'est un vrai sujet pour nous pour offrir aux candidats. Et on pense du coup que pour les PME et les ETI, notre outil est certainement adapté. Voilà, je voulais résumer juste en quelques points. Du coup, pour passer à l'étape suivante, Redouane, est-ce que tu peux nous présenter un peu le sujet du handicap? Et pardon si certains d'entre vous sont déjà un peu au fait, mais il nous paraissait important de récapituler quand même quelques points de quoi on parle quand on parle de handicap ou de personnes en situation de handicap. Donc merci Antonio. Effectivement, c'est bien de rappeler ce qu'est le handicap pour ceux qui ne connaissent pas, parce que la méconnaissance génère quand même quelques difficultés, notamment la peur, l'inquiétude, et ça peut créer de l'exclusion et de la discrimination. C'est pour ça que c'est important de rappeler rapidement ce qu'est le handicap. Le handicap, il est réglementé. Il y a une loi qu'on appelle loi handicap. La plus importante, c'est celle du 11 février 2005, qui définit le handicap comme étant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, parce que le but de cette loi, c'est de favoriser l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Donc, c'est toute limitation d'activité ou de participation à la vie en société. Vie en société, il y a aussi le travail, subi par une personne dans son environnement. Donc, la loi introduit aussi le lien du handicap avec l'environnement, l'importance de l'environnement dans la définition du handicap. Et donc, c'est cette limitation en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive. Donc là, il y a une notion d'altération substantielle importante et qui dure dans le temps ou qui est définitive, et d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques, polyhandicap ou troubles de santé invalidants. Donc effectivement, de cette définition du handicap montre qu'il y a beaucoup vous parlez de pathologies, c'est pas tout le temps des pathologies, le handicap, mais des maladies invalidantes comme le cancer, le diabète, l'hypertension, la sclérose en plaques,
plein de sujets qui concernent le handicap et dans la tête voilà, des gens, des employeurs, etc. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Ils pensent que le handicap, c'est plutôt ce qu'on voit, le fauteuil roulant, la canne blanche, les personnes qui sont sourdes ou malentendantes, etc. Donc cette définition est vraiment importante. Dans cette loi, on va retrouver aussi ce qu'on appelle l'OETH, qui est l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, qui est une spécificité française. Toujours dans cet esprit d'égalité des chances, ce que les personnes handicapées subissent la discrimination, il faut le dire, hein, donc où elles sont plutôt limitées aussi dans leur accès, dans leurs possibilités de travail. Donc c'est pour ça que la loi a introduit cette obligation, mais qui s'applique uniquement pour les entreprises et à partir de 20 salariés, mais aussi aux administrations publiques, hein, donc c'est pas que le privé qui est concerné. Donc tout employeur, privé ou public, à partir du moment qu'il y a 20 salariés, a cette obligation d'avoir dans ses effectifs 6% de personnes donc qui sont reconnus, parce qu'il ne suffit pas juste que la personne déclare qu'elle a un handicap, il faut vraiment qu'elle ait une reconnaissance, un justificatif administratif qui lui permet d'être considéré comme bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Dans cet effectif, on peut trouver des salariés employés en CDI, en CDD, des alternants, des stagiaires, etc. Voilà un peu la définition, pour rappel, pour ceux qui voilà, n'avaient pas ces précisions sur le handicap. Donc c'est vrai que spontanément, on peut penser que le handicap, c'est un handicap visible, hein, comme on a parlé du fauteuil roulant. Mais en fait, grâce à cette définition du handicap, on voit que dans beaucoup de cas, le handicap, il est plutôt invisible. D'ailleurs, plus de 80% des handicaps sont invisibles. Et du coup, c'est un vrai sujet. Dans l'entreprise, vous pouvez avoir des collaborateurs, des collègues qui peuvent être en situation de handicap sans que personne le sache. Et du coup, ça crée des difficultés pour la personne qui a un handicap et qui va le cacher parce qu'elle se sent pas à l'aise de le signaler par peur peut-être d'être discriminé ou en tout cas le handicap invisible, c'est un vrai sujet dans l'entreprise. Pareil, les personnes en fauteuil roulant, on pense que c'est une majorité finalement. En fait, ils représentent que 3% des personnes qui sont porteuses d'un handicap. Et ce qui est important ici, ce qu'on voulait vraiment préciser, c'est que on a plus une définition du handicap qui est attachée à la personne, mais la loi, elle a ramené plutôt le handicap sur l'environnement. Finalement, c'est l'environnement qui crée la situation de handicap. Si, par exemple, je suis en fauteuil roulant, pour prendre un peu le cas le plus connu, si je travaille dans un lieu, dans une entreprise et surtout dans un lieu qui est accessible, donc je peux entrer dans les locaux facilement avec mon fauteuil roulant jusqu'à mon bureau et puis me déplacer, aller à la cantine, aller dans la salle de réunion, etc. Donc du coup, je peux travailler. Et mon handicap ne pose aucun problème. Finalement, c'est plus une situation de handicap. Ce qui crée aussi la situation de handicap, c'est les limites qu'on peut avoir face à une déficience. Je peux prendre le cas d'une personne malentendante, peut-être uniquement avec une aide auditive, une prothèse auditive, ça va enlever la déficience et du coup, la personne, même si elle est malentendante, elle n'est plus en situation de handicap grâce à des solutions de compensation. Voilà un petit peu quelques rappels, quelques notions qui sont quand même importantes à rappeler toujours sur ce qu'est le handicap. Juste peut-être parce que pour être bien sûr, hein, parce que parfois on peut peut-être mélanger. On parle bien de deux choses, hein, Redouane, hein. Il y a une situation de handicap, donc c'est ce que tu viens d'expliquer, mais par ailleurs, hein, il y a la reconnaissance de qualité de travail handicapé des personnes. Là, c'est un sujet qui concerne la personne. Là, on est en train de parler de sa situation dans un environnement.
qui est une définition que tu viens d'apporter. Donc, voilà, l'un n'est pas connexe à l'autre. Ce que je veux vraiment, pour résumer, Il y a la personne et il y a le la contexte. personne, tout à fait. En fait, la personne, elle a un handicap qui la limite dans ses possibilités de travail. Donc, par exemple, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, il peut pas travailler partout et il peut pas faire n'importe quel travail. Donc, s'il faut un travail où il faut être debout, se déplacer dans des endroits un peu étroits, etc., bah, la personne, elle pourra pas faire ce travail. Mais il y a d'autres travails, d'autres lieux où la personne ne sera pas son handicap va être un peu enlevé ou diminué grâce à un environnement accessible et grâce à des solutions de compensation. Bien, alors c'était peut-être important de recontextualiser, hein, parce qu'on parle d'environnement. Alors sur le point suivant, quand un petit peu la même chose, Redouane, quand on parle d'inclusion, de quoi parle-t-on exactement? Bah, les deux sujets, le handicap et l'inclusion, sont liés. Effectivement, l'inclusion, ça concerne pas que le handicap, hein, ça concerne l'inclusion de toutes les formes de la diversité, hein. Tout le monde doit avoir accès aux mêmes, voilà, si on parle d'égalité des chances, aux mêmes chances. L'inclusion, c'est le contraire de l'exclusion. Donc l'idée, c'est de n'exclure personne. Et c'est vrai que faire le focus sur le handicap, parce que le handicap est une forme de la diversité qui a des besoins spécifiques que d'autres formes n'ont pas. Par exemple, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, on prend toujours ce cas-là, même si, comme on l'a dit, hein, ça représente que 3% des handicaps. Donc, cette personne, elle a besoin d'un lieu accessible, alors que les autres formes de la diversité, il n'y a pas de besoin spécifique d'accessibilité ou de compensation. Donc c'est pour ça voilà, qui peut le plus peut le moins, hein. Si on traite le sujet du handicap, eh ben, ça nous permet d'être ouvert à toutes les formes de la diversité et d'être inclusif. Donc c'est quoi l'inclusion? Pour illustrer, on aime bien présenter ces trois images, hein, C'est assez qui parlant, ouais, tout à fait. ça illustre bien l'inclusion. On va essayer de la définir, de la comprendre. Si on part de l'image, la première image à gauche, là on voit qu'on a de l'égalité. L'égalité, ça veut dire qu'on donne la même chose à tout le monde, la même caisse, parce que là on a 3 personnes, tailles différentes. L'idée, c'est qu'elles participent. Derrière, il y a une fête, hein. Elle participe à la fête. Donc là, on voit que la personne qui est de petite taille, avec une caisse, elle voit rien, hein. Donc elle est exclue. On est dans un principe d'égalité, mais qui peut créer de l'exclusion. La deuxième image, celle du milieu, on a donné 2 caisses à la personne qui est de petite taille. Du coup, on a équilibré les choses pour que tout le monde participe. Parce que l'inclusion, c'est faire participer tout le monde. Donc là, on est dans une solution de compensation. Mais pour aller encore plus loin, et ça, c'est vraiment important, là, on est dans l'accessibilité, c'est-à-dire qu'on enlève le mur. Et là, la question ne se pose plus, on n'a plus besoin de se poser la question, est-ce que la personne a besoin de plus de choses que d'autres pour équilibrer? Et on participe plus facilement à la fête. Et les deux formes, compensation, accessibilité, apportent une équité et du coup permettent l'inclusion, permettent que personne ne soit laissé de côté, tout le monde participe et on voit que ça permet voilà, une équité, voilà, c'est plus logique que tout le monde puisse être inclus et participe. Du coup, on peut pas faire d'inclusion sans diversité parce que sinon, si on se limite au début en se disant, «Tiens, on prend pas des personnes à partir d'une certaine taille, comme ça le problème ne se pose pas». Donc la diversité, c'est être ouvert pour tous, mais après, une fois qu'on est ouvert à tous, il faut pas traiter les personnes de manière qui n'est pas équitable. Donc, diversité, après il faut l'équité,
pour faire participer tout le monde, pour arriver à l'inclusion. Et ça, on a ce petit schéma qui résume la diversité dans le handicap est une forme particulière. Avec de l'équité, avec de l'accessibilité, on arrive à l'inclusion. Et juste, on a posé un peu la question, c'est un exercice un peu sympa dans le contexte actuel, on a posé à ChatGPT la question, c'est quoi l'inclusion? Et voilà la réponse qui a été donnée. L'inclusion consiste à créer un environnement où chaque employé se sent valorisé, respecté et en mesure de contribuer pleinement. Une autre définition donnée toujours par ChatGPT, l'inclusion permet d'améliorer l'engagement, la créativité et la performance des équipes et offre un avantage compétitif pour les entreprises. Voilà, donc même l'intelligence artificielle, elle est d'accord avec nous. C'est pas toujours le cas, qu'elle soit juste et d'accord avec nous. Je suis d'accord. Donc on l'a bien vérifié. On l'a bien vérifié. Bien sûr. Très bien. Donc là, on arrive aux enjeux de l'inclusion. Alors les enjeux, les enjeux de l'inclusion, parce qu'on a vu la définition et du coup maintenant peut-être qu'on va passer sur des choses un petit peu plus concrètes pour chacune d'entre vous. On a essayé de récapituler les enjeux de l'inclusion. Alors, je ne vais pas vous lire les 2 slides qui suivent, et encore une fois, il suffit, je vous rappelle, vous avez juste à demander, alors soit cliquer sur le bouton que vous avez sur votre écran, soit donner votre email à Tiffaine, qui est derrière en modératrice, et qui du coup vous enverra la totalité de la présentation. Je crois même que Tiffaine a laissé peut-être son email. Voilà, vous pouvez lui envoyer aussi un email. Tiffaine, si tu peux donner ton email pour que les personnes qui souhaitent avoir la présentation puissent la recevoir. Donc voilà, je peux t'envoyer un email. Très bien. Je vais donc, et encore une fois, vous pouvez dès maintenant poser vos questions, on les prendra tout à l'heure dans l'ordre. Alors, en résumé sur ces points-là, évidemment, une entreprise, elle est un acteur sociétal. Elle ne peut pas vivre en dehors de la société. Elle ne peut pas vivre en dehors du contexte politique, environnemental et sociétal. Donc, elle est un acteur de la société et en tant qu'acteur de la société, à un moment donné, il faut peut-être qu'elle soit aussi en phase avec la représentation et les représentations qu'il y a dans la société. L'autre point également en termes d'enjeu, c'est l'enjeu social. Alors, vous avez... Qui sont là, mais on parlait tout à l'heure du handicap. Des types de handicap, que 80% des handicaps sont invisibles. Un exemple, par exemple, sur l'enjeu social, la très très grande majorité des handicaps interviennent en cours de vie. Ce qui veut dire pour une entreprise qu'une bonne partie en fait, de vos collaborateurs, à un moment donné, risquent d'être concernés. Donc on ne peut pas ne pas regarder ce sujet-là, parce que de toute façon, il existe déjà dans l'entreprise, et il est voire même à suivre ou à déclarer ou à faire déclarer, parce qu'en fait, il est là. Et plus particulièrement, on a eu des discussions avec un grand groupe il n'y a pas très très longtemps qui a une partie importante en fait de ses collaborateurs qui sont là depuis longtemps et donc qui sont bientôt à la retraite. Et ben c'est sur cette partie en fait de personnes qui ont déjà un certain âge que le handicap est le plus représenté. Par exemple, ce qui veut bien dire qu'en fait l'âge est un des facteurs, mais pas que. Et ce qui est encore une fois très important d'un point de vue peut-être RH, c'est de bien prendre en compte que tout ça intervient en cours de vie et que c'est là, c'est dans votre entreprise. Et puis, il y a un dernier point, peut-être en résumé, qui est aussi important, c'est l'aspect économique, parce que la diversité et l'inclusion, c'est aussi, c'est ce qu'on dit souvent, c'est certainement source aussi de performance. Donc, dans les conditions de travail adaptées qui sont proposées aux collaborateurs, dans les outils qui sont proposés pour travailler tous les jours, mais aussi pour vos clients. Donc, je pensais par exemple à un site web ou des magasins dans l'activité économique de l'entreprise qui ne seraient pas accessibles. Et ben en fait, c'est des clients qu'on rejette et qu'on ne considère pas. Donc, ça peut être un non-sens même en termes économiques. Voilà. Sur les enjeux de l'inclusion, Redouane, tu voulais nous donner peut-être quelques exemples ? Tout à fait. Là, on a un exemple
qui peut être intéressant à partager. Par exemple, un collaborateur qui est en situation de handicap invisible, qui est convaincu de la sincérité de l'engagement de son entreprise pour le handicap. Voilà, donc le handicap, on le rappelle, ça représente 80% des cas. Donc ce salarié étant dans un environnement voilà, où il a la confiance en son entreprise et sent que s'il signale son handicap, ça va être bien pris en compte pour avoir un environnement adapté. Donc il va être encouragé à signaler. Et du coup, le salarié bénéficiera d'un environnement adapté qui est bon pour sa santé. Donc, on ne dégrade pas le handicap ou la santé. On est dans la prévention des risques également, et on est aussi dans la qualité de vie et des conditions de travail. Et ça génère, voilà, c'est évident que ça génère de la performance. Quand quelqu'un il est voilà, ses besoins sont pris en compte, il va être dans de meilleures conditions pour travailler et pour être performant. Il va aussi pouvoir rester dans l'entreprise, donc ça implique aussi la fidélisation et la rétention des collaborateurs, donc ne pas perdre des compétences. Donc tout le monde y gagne, le salarié et l'entreprise. Donc à l'inverse, si la personne continue à le cacher parce qu'elle n'a pas confiance, parce qu'elle craint qu'elle perde son poste ou qu'elle a la peur du regard des autres, etc. Bah, donc le besoin de la personne ne sera pas pris en compte. Du coup, elle sera déjà, il y a le stress, le mal-être de devoir cacher. L'environnement n'étant pas adapté, bah, elle prend des risques sur sa santé, sur la dégradation de sa situation de handicap. Et du coup, à un moment, peut-être, quand on découvrira que la personne, avec la dégradation de la santé, bah, elle a un vrai problème, c'est déjà trop tard. La personne, du coup, elle dégrade sa santé, elle s'absente souvent, donc ça a un impact aussi sur l'absentéisme, et on arrive des fois à une inaptitude qui fait que la personne ne peut plus continuer à travailler. Et là, c'est négatif pour la personne et pour l'entreprise. Donc du coup, on voit qu'une entreprise qui est engagée pour l'inclusion va être proactive pour mettre en place des mesures de prévention, voilà, moins de handicap, donc ça veut dire meilleure santé, moins de turnover, moins d'absence, et le fait de se préoccuper des conditions de travail, bah, ça permet d'offrir une qualité de vie et des conditions de travail et un bien-être au travail qui est bon pour tout le monde. Oui, peut-être c'est un point important dans les bénéfices, Redouane, dont tu parles, c'est qu'effectivement, si on met en place un management inclusif, les bénéfices sont aussi pour tous. Bien sûr pour les personnes en situation de handicap, mais pas que. Et on le voit dans certains exemples qu'on a eu de témoignages où en fait, ça peut même avoir une incidence dans l'organisation de certaines équipes. Et finalement, cette réorganisation du travail bénéficie à tous et n'enlève rien, voire peut-être même à l'inverse, à la performance. C'est vrai, ça améliore aussi le management dans l'entreprise. Ça apporte vraiment beaucoup de bonnes choses, hein, pour l'entreprise et pour la société. Alors, qu'est-ce qui nous empêche, les autres, d'être plus opérationnels sur ces sujets? Donc c'est vrai que c'est quand même important de donner des exemples de freins et d'obstacles à l'inclusion, hein. Le premier, c'est la méconnaissance. Méconnaissance, comme je l'ai dit au début, ça génère de la peur. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc c'est pour ça que il faut développer la connaissance sur le sujet. Il y a tout ce qui est préjugés, stéréotypes, en fait tout ce qui est en lien avec les biais cognitifs et les représentations qu'on peut avoir du handicap. Donc ça conduit à de la discrimination, à de l'exclusion, à un manque d'ouverture. Donc ça, c'est pareil, il faut essayer de déconstruire ces préjugés, ces stéréotypes. Le manque de formation, parce que c'est vrai que pour être une entreprise inclusive, il faut avoir des collaborateurs avec des compétences inclusives, avec un niveau d'engagement. Donc il faut développer des compétences au niveau recrutement, au niveau management, au niveau gestion du personnel. En fait, à tous les niveaux, l'inclusion peut avoir un sens dans les directions informatiques pour offrir des outils accessibles au niveau voilà, des locaux. En fait, vraiment, ça touche
tout le monde au niveau communication pour que la communication qu'on fait arrive auprès de tout le monde. Donc les compétences sont vraiment concernées par l'inclusion. Et un quatrième exemple de frein, parce qu'il ne faut pas voir les freins uniquement côté employeur, il y a aussi côté personne handicapée. Parce que la personne handicapée peut aussi avoir des préjugés sur le monde du travail, sur les employeurs, sur les autres, peut s'auto-censurer. Je prends le cas des fois des candidats, parce qu'on est un acteur de l'emploi, vont pas postuler à une offre parce qu'ils se disent non, c'est pas, je pense pas être capable, alors que ils le sont. Et du coup, cette autocensure, ça décourage aussi les personnes à se former, même l'entourage peut décourager la personne en disant bon, ça sert à rien de faire des efforts. Avec un handicap, par exemple, personne ne va t'embaucher. Et du coup, la personne manque de formation et se met des freins pour faciliter son accès à l'emploi. Donc ce manque de confiance aussi est un vrai frein, un vrai obstacle. Après, alors là, on aborde peut-être, voilà, on rentre dans les constats, les définitions, et maintenant on va rentrer plus dans les leviers et les solutions qui sont évidemment des axes qu'on vous propose, et on pourra échanger plus tard si vous le souhaitez plus en détail sur ces points-là. Mais voilà, on souhaitait, Redouane, présenter les différents angles d'opérationnel sur ces sujets. Tout à fait. C'est important de faire un diagnostic et d'identifier ce qui freine ou ce qui constitue un obstacle. Et derrière, il y a toujours des solutions, des leviers qui peuvent aider face aux freins et aux obstacles. Le premier levier qui nous paraît très très important, c'est se sensibiliser et sensibiliser les équipes sur l'importance et l'intérêt de l'inclusion. Donc cette sensibilisation qui permet de prendre conscience de l'intérêt est très très importante. C'est ce qui permet d'être motivé et de faciliter la mobilisation derrière. Pareil, encore sensibiliser et prendre conscience sur les biais cognitifs, parce que il y a des biais cognitifs qui sont générés par le fonctionnement de notre cerveau, le fait qu'on veut aller vite, qu'on veut éviter les risques, etc. Donc ça, le fait d'être sensibilisé et d'avoir pris conscience de ces biais cognitifs, ça permet de faire attention, parce qu'on tombe facilement dans leur piège. Donc il faut essayer de le déconstruire. Ça, c'est aussi un levier très important. Bon, développer aussi son intelligence émotionnelle, son esprit critique. Il ne faut pas prendre les choses telles qu'elles arrivent. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est vraiment ça? Je prends le cas d'un biais cognitif qui est connu dans le recrutement, c'est le fait de beaucoup qui disent il faut rapidement faire une bonne première impression. Alors souvent la première impression n'est pas la bonne. On dit l'habit ne fait pas le moine. Donc si on est recruteur, on a la responsabilité de ne pas se fier à sa première impression, parce que si on se fie à cette première impression, notre cerveau va tout faire pour trouver les arguments qui vont confirmer cette première impression. Alors si on est sensibilisé, on va plutôt essayer d'avoir un jugement sur des faits, sur des éléments objectifs, et du coup on sera pas on va pas discriminer, on va pas exclure des personnes de manière injuste. Donc développer l'intelligence émotionnelle et l'esprit critique, c'est important. S'informer et se former aux compétences inclusives, savoir recruter de manière adaptée en fonction des besoins de chacun, savoir manager pareil, de manière inclusive. La formation, d'ailleurs, sur le point juste avant, permet aussi de se former à l'intelligence émotionnelle et l'esprit critique. On a des formations sur le sujet. Donc la formation, elle est vraiment
importante. Partager des expériences, ça aussi c'est très très important, même au sein de l'entreprise. Un manager qui a eu une expérience de recrutement d'un collaborateur en situation de handicap, par exemple, il peut partager cette expérience pour montrer que ça marche. Donc, partager les réussites, partager les bonnes pratiques, partager les erreurs à éviter, ça, ce partage d'expérience entre pairs, au sein de l'entreprise, etc., peut être très utile. L'engagement, évidemment, il faut de l'engagement. Sans l'engagement, la volonté d'agir, on peut pas avancer. Donc, effectivement, pour atteindre l'inclusion dans une entreprise, ça vient pas tout seul. Il faut faire des efforts, surtout au début, parce que les efforts sont nécessaires pour installer les bonnes pratiques, installer les bonnes habitudes. Et ça, c'est très très important. Encore le mot sensibiliser, donc ça c'est très important de sensibiliser pour mobiliser aussi la direction générale. Il faut que la direction donne l'impulsion. Sans cette impulsion, c'est difficile derrière que les équipes suivent. Donc c'est important de sensibiliser la direction et évidemment, pour montrer aussi l'exemple, il faut recruter, faire l'effort de recruter des travailleurs handicapés et notamment grâce à l'alternance qui représente un levier pour l'emploi. On va en toucher vraiment. On va le détailler un petit peu plus tard. Là. Non, je pense qu'on n'aura pas le temps, donc on n'aura pas le temps de détailler. L'alternance, en tout cas, c'est un vrai levier, et parce que ça vous permet d'avoir une personne que vous allez former à vos métiers, sans le risque, par exemple, d'un CDI. Vous essayez une collaboration et souvent les employeurs, il y a une étude de la GFIP sur le sujet, que 85% des employeurs qui utilisent l'alternance avant de recruter, en sont satisfaits, veulent renouveler l'expérience. Et c'est pour ça, comme l'alternance est un véritable levier, un véritable tremplin pour l'emploi, les aides, il y a déjà des aides de manière générale de l'État, mais il y a des aides de la GFIP qui viennent compléter cette aide de l'État et faciliter l'emploi derrière des jeunes et aussi des moins jeunes, parce que dans le cas des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés, il n'y a pas de limite d'âge, contrairement au cas standard. Ça aussi, c'est un levier important. Ce qui peut ouvrir en fait les possibilités, notamment pour les personnes en reconversion professionnelle, qui présentent aussi d'autres avantages. Vous avez des gens qui ont d'autres expériences et que vous pouvez former de manière plus précise à vos métiers et qui apportent du coup d'autres choses aussi à l'entreprise. Et c'est vrai que c'est un levier assez intéressant. Si je résume cette slide, Redouane, on peut peut-être la voir en 3 points. La première chose, quand on parle de mobiliser la direction, c'est de se dire qu'il faut que l'entreprise soit quand même convaincue. Il faut être convaincu d'aller sur le sujet avant d'y aller. Le deuxième point, c'est de se dire que la sensibilisation, c'est installer le sujet dans l'entreprise pour le décoder et que chacun puisse mieux le comprendre et mieux l'appréhender. Et le troisième volet, c'est former, notamment former peut-être tout le monde, mais d'abord former peut-être plus les RH et les managers pour que du coup, ils deviennent des acteurs de l'inclusion, et notamment sur le sujet du handicap, ce qui, les trois réunis, permettent de devenir opérationnel au quotidien dans l'entreprise, si j'essaie de résumer. Non, totalement. C'est vrai que l'alternance, juste pour compléter, est un sujet très très intéressant. C'est pour ça qu'on a fait un webinaire avant sur l'alternance, qui est toujours disponible. Il y en a même 2 webinaires sur l'alternance qui sont disponibles en replay, je crois, parce que, comme on l'a dit, il y a un manque de formation des personnes. Donc l'alternance vient combler ce manque de formation. Il y a le sujet de la reconversion qui est un vrai sujet, comme tu l'as dit, Anthony, au début. Le handicap arrive en cours de vie. Donc quelqu'un qui fait un travail pendant des années, puis un handicap qui survient, la personne ne peut plus faire ce travail-là. Elle est obligée de changer de travail pour qu'il soit adapté à sa situation de handicap. Et du coup, on est dans le cadre de la reconversion. Et l'alternance permet de former et de faciliter ces reconversions. C'est pour ça qu'il n'y a pas cette limite d'âge dans le cas de personnes qui ont une reconnaissance handicap. Là, on va voir les familles d'action pour être un acteur sur le sujet. C'est vrai que souvent, ces familles d'action constituent ce qu'on appelle une politique handicap, souvent gérée, pilotée dans les grands groupes,
Mais pour nous, une PME, une ETI peuvent aussi mener ces actions de sensibilisation, de communication, de formation, faire du recrutement inclusif, faire du management inclusif, maintenir dans l'emploi des personnes qui, dans le handicap survient en cours de vie, donc faire l'effort de trouver des solutions pour les garder, pour ne pas perdre des compétences et pour donner aussi un signal très positif qui donne confiance aux autres, même les autres collègues, ils se disent tiens, l'entreprise a fait des efforts pour notre collègue, et du coup, c'est la bonne entreprise où il faut être. Donc, si jamais ça m'arrive à moi, bah, je peux compter sur mon entreprise, et ça fidélise. Et ça donne une image très positive de l'entreprise, même en termes de marque employeur. Et du coup, ça donne envie aussi à des talents externes de vouloir la rejoindre. La compensation et l'accessibilité, ça c'est un sujet aussi important pour savoir comment faire pour être inclusif dans l'entreprise. Les achats solidaires aussi, c'est un sujet intéressant, c'est-à-dire acheter auprès d'acteurs qui sont fortement engagés. On parle d'entreprises adaptées, des AT, qui emploient de manière beaucoup plus importante que les autres des travailleurs handicapés. Dans des entreprises adaptées, il faut qu'ils aient minimum 55% de collaborateurs avec une reconnaissance handicap pour avoir cet agrément d'entreprise adaptée. Dans les ESAT, qui sont des établissements et services d'aide par le travail, il faut plus de 80%. Donc le fait de faire travailler ces structures, vous contribuez aussi à l'emploi, à l'insertion des travailleurs handicapés. Et évidemment, agir pour l'inclusion, ça nécessite de piloter. Il faut piloter pour savoir comment on est. Est-ce qu'on est suffisamment inclusif et mesurer sa progression. Donc ce sont les actions que généralement on met en place pour être un acteur de l'inclusion. Peut-être Redouane, hein, parce que si certains se disent que tout ça, ça fait beaucoup, et dans une PME, on sait qu'il y a des contraintes de temps, de disponibilité des personnes qui seraient sur le sujet. Pour opérer sur ces différents niveaux, il y a aussi possibilité de se faire accompagner par des gens spécialisés. Je pense notamment aux achats responsables. Hein. Il y a des structures associatives qui peuvent vous aider, et sur les différents autres aspects également. Donc voilà, il y a peut-être aussi un conseil à donner, c'est de ne pas rester seul sur ces sujets-là, de se faire aider en fait, hein, soit sur des choses très spécifiques, soit globalement. Et c'est possible du coup d'y aller en y allant accompagné. Totalement. Il y a beaucoup d'aides sur le sujet. Il y a même des aides financières de la GFIP. Il y a des acteurs comme Cap Emploi qui font partie maintenant, c'est une partie intégrante de France Travail. La GFIP, on en a parlé. Il y a des acteurs, Talent Handicap peut vous accompagner aussi. En tout cas, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent vous accompagner dans cette démarche. De toute façon, on ne peut pas faire tout seul. Alors le tunnel de recrutement peut-être, hein, pour visualiser le tunnel de recrutement inclusif, Redouane. Juste comme on n'a pas le temps, j'ai parlé uniquement du cas du recrutement inclusif de manière très rapide. Un recrutement inclusif, c'est quoi? C'est savoir mener. D'abord, il faut rédiger une offre d'emploi non discriminante qui permet à la personne de comprendre rapidement si elle a les compétences et les aptitudes. On parle beaucoup de compétences et d'aptitudes dans l'inclusion. Il faut savoir analyser une candidature de manière ouverte et objective. Parce que souvent, on a surtout les recruteurs, ils ont des réflexes et des habitudes qui peuvent être exclusives. C'est-à-dire exclusives dans le sens où on exclut les personnes qui n'ont pas un parcours linéaire, alors qu'on a dit que la reconversion, donc une personne peut avoir plusieurs expériences qui sont pas liées. La personne avec un handicap qui survient peut-être a été obligée de s'arrêter 1 an, 2 ans, et ça fait un trou dans le CV. Les recruteurs, souvent, ils n'aiment pas ça. Donc être conscient de tous ces points pour ne pas exclure des personnes injustement. Donc savoir analyser un CV, c'est important. Savoir aussi mener un entretien d'embauche de manière objective et non discriminante. Savoir parler de la situation handicap pour que le recruteur comprenne si la personne va correspondre en termes d'aptitude et si l'entreprise elle est en mesure de l'accueillir correctement et de pouvoir aussi préparer, anticiper l'intégration. Parce qu'une fois qu'on a recruté la personne, si l'intégration se passe mal, période d'essai peut ne pas arriver à son terme et du coup comme si on n'avait rien fait. Donc le recrutement inclusif, c'est un vrai sujet. Et ça permet aussi de gagner en attractivité, en marque employeur, etc.
Donc, parmi les bénéfices du recrutement inclusif, c'est d'abord ne pas se priver de talent. Il y a beaucoup de métiers où il y a des tensions, où on n'arrive pas à trouver des candidats. Et si du coup on connaît mal le handicap et du coup on discrimine des fois inconsciemment, on va se priver de talent. Donc ça c'est évident. Il y a des personnes, le handicap n'empêche pas le travail. Personne avec un handicap peut très bien être très performante et faire donc c'est dommage de s'en priver. Deuxième point, quand on fait du recrutement inclusif, ben, on a des salariés qui sont plutôt fidèles et engagés. Donc on retient plus facilement ses collaborateurs à qui on fait confiance, on les engage. Le fait d'avoir des équipes, dans les équipes, des personnes avec des besoins spécifiques, ben, ça crée un esprit d'équipe, un esprit de solidarité, hein, qui n'impacte pas la performance. Ça permet d'avoir une meilleure collaboration, une meilleure cohésion dans les équipes, un meilleur sentiment d'appartenance. Ça permet d'aider à avoir un management inclusif, parce qu'une personne dans une équipe qui a des besoins spécifiques, bah forcément, le manager, il va adapter sa façon de manager en fonction de la situation de chacun, et ça profite à tout le monde. Et comme on l'a dit, le fait d'engager et d'être ouvert à tout le monde, et d'être équitable, inclusif, bah ça contribue à votre image, votre marque employeur déjà vis-à-vis des talents, mais aussi votre bonne image auprès des clients, auprès des actionnaires, auprès des partenaires, en fait auprès de toutes les parties prenantes, tout l'écosystème. Donc, Redouane, tu veux nous donner peut-être maintenant rapidement, mais voilà, on se disait que on essaie de s'appliquer tout ça à nous-mêmes, hein, chez Talent Handicap. Peut-être un témoignage en tant que PME de la part du président. Très, très bien, rapidement. Alors, Talent Handicap, bon, on considère qu'on est une PME engagée. L'inclusion, c'est vraiment très, très important pour nous. On est une équipe 25 personnes, il y a on va dire la moitié sont des indépendants. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vraiment, on est vraiment ouvert. La diversité, c'est très, très important pour nous. Quand on engage une personne, c'est vraiment pour ses compétences, pour ses qualités. On essaie de pas avoir de préjugés. Préjugés, ça crée de la discrimination. Donc ça, c'est important. Pas de jugement à l'avance. On a dans l'équipe, dans les 25 personnes, plusieurs personnes qui ont une reconnaissance de qualité de travail handicapé ou équivalent, parce qu'il n'y a pas que cette reconnaissance qui justifie administrativement un handicap. Mais important, on ne recrute pas une personne pour son handicap. Ça, c'est un point très très important. On n'est pas là pour faire de la pitié ou de la compassion. La compassion, c'est la compétence, sans que le handicap soit un frein au recrutement. Donc, ce qui nous importe, on l'a dit, les compétences, les aptitudes. Effectivement, la personne, il faut avoir les aptitudes. Ce qui importe, c'est de travailler sur des projets passionnants, d'avoir des réalisations intéressantes. L'utilité de nos actions, ça c'est important, c'est ce qui nous permet de nous lever tous les matins et être heureux de venir travailler. L'expertise, on investit beaucoup dans la formation de nos équipes pour développer cette expertise. Le monde bouge, on voit à quelle vitesse l'intelligence artificielle arrive dans nos métiers, donc il faut gagner en expertise. Ce qui nous importe beaucoup, c'est la satisfaction de nos clients. On est vraiment là pour eux, pour les accompagner. Nos clients, c'est les employeurs, c'est les candidats, c'est surtout les candidats et les personnes handicapées qu'on est là vraiment pour les accompagner dans l'emploi. La qualité, ça c'est important pour nous, l'engagement, l'esprit d'équipe, partage de la valeur, l'équité. Voilà. Tout ça, c'est ça qui est important. Le handicap, c'est un point qu'il faut prendre en compte pour répondre, apporter des solutions adaptées à chacun pour que chacun puisse travailler dans les meilleures conditions. Les valeurs, c'est très très important d'avoir des valeurs dans l'entreprise. Valeurs importantes, c'est le respect, la bienveillance, le non-jugement, la confiance, la tolérance. Il faut être tolérant. On prend le cas d'une personne qui est dyslexique. Bon, ça ne l'empêche pas de faire son travail par rapport au travail qu'elle doit faire.
Mais on va être tolérant s'il y a dans sa façon d'écrire des choses qui vont pas ou voilà. Donc il faut être tolérant quand même. Évidemment, si le handicap impacte une compétence qui est essentielle dans le travail, évidemment là, faut pas être tolérant. Mais par contre, si le handicap constitue quelques petites choses pas importantes dans le travail que fait la personne, bah, il faut de la tolérance. Et aujourd'hui, Talent Handicap est une entreprise profitable, responsable. On a peu de difficultés pour recruter, donc quand on souhaite recruter, on considère qu'on a une bonne marque employeur. On a la chance aussi de travailler sur un sujet qui est intéressant, qui est passionnant, qui donne envie, parce que c'est un travail qui est utile. Et on a aujourd'hui des salariés qui sont fidèles et engagés, bonne ambiance, une bonne qualité de vie et conditions de travail, on a peu d'absentéisme. Et comme je vous dis, il y a plusieurs personnes qui ont une reconnaissance handicap, donc on voit que le handicap, il n'y a pas de lien avec l'absentéisme. Voilà. Et en toute honnêteté, en tant que dirigeant, je suis vraiment fier et heureux de l'équipe, du travail qu'on fait, des partenaires qu'on a, des clients qu'on a. On a vraiment des clients voilà, grande qualité. On est vraiment heureux de travailler avec nos partenaires, avec nos salariés, avec tout le monde. Redouane, merci. On arrive presque aux dernières minutes de ce webinaire. Tu nous parles peut-être un petit peu des solutions proposées par Talent Handicap. Très rapidement, voilà. Très rapidement, parce que je veux vraiment laisser la place aux questions-réponses. Voilà. Moi, pour l'instant, je vois pas beaucoup de questions, mais j'en vois un peu. L'idée, c'est effectivement, vous posez vos questions, hein, on a encore le temps, si on peut répondre, hein, on répondra aux questions. Donc, posez vos questions pendant que Redouane nous parle de Talent Handicap et nous présente un peu les solutions. Alors rapidement, Talent Handicap, effectivement, on est vraiment là pour apporter des solutions, hein, qu'on soit utile. On ne cherche pas à proposer des choses qui ne correspondent pas à des besoins, et on veut travailler avec des employeurs qui ont des besoins. Donc là, on a 2 familles de services. On a les forums en ligne, on a 5 forums par an qui sont là, qui aident nos employeurs à faire du recrutement inclusif et qui permettent de valoriser leur engagement pour l'inclusion. Et du coup, ça intervient sur la marque employeur. On a des services intégrés dans les forums qui agissent sur la marque employeur. Donc, ce sont des temps forts nationaux. Le fait que ce soit en ligne, ça permet avec un seul événement de couvrir tout le territoire pour recruter, pour sensibiliser, former et communiquer. On a aujourd'hui une 32 000 candidats dans notre base de données de candidats à QTH, 130 000 visiteurs par an parce qu'il y a des candidats qui viennent, on ne les oblige pas à s'inscrire à notre CVTech ou à notre base de données. Donc si quelqu'un vient, il trouve pas de son bonheur, il n'y a pas d'offre qui correspond à son profil, bah, il n'est pas obligé de s'inscrire. Voilà, on donne une grande visibilité aux annonces des employeurs parce que le but, ce sont les annonces qui permettent d'attirer les candidats et de créer et faciliter cette mise en relation entre les employeurs et les candidats. C'est ouvert à tous les métiers. On fait un focus sur l'alternance. Comme on l'a dit, l'alternance, c'est un vrai sujet. On fait un focus aussi sur l'IT et les métiers du commerce et de la relation client. On fait du sourcing intégré dans nos forums pour attirer de manière personnalisée et cibler les candidats et être vraiment dans l'efficacité. On a aussi, comme je l'ai dit, l'offre de formation, parce qu'on l'a vu, hein, la formation et la sensibilisation sont des sujets très très importants pour aider les entreprises à être plus inclusives, avec des formations courtes, parce qu'on sait qu'on manque de temps, surtout les managers, les collaborateurs, ils peuvent manquer de temps, donc nous on propose des formations courtes, 2 heures ou 3 heures, qui peuvent facilement s'intégrer dans les agendas, avec un niveau d'accompagnement qui est très élevé, avant, pendant et après les formations. Et aujourd'hui, comme on est convaincu que au sein des PME et des ETI, il y a un gisement d'emploi, il y a beaucoup de choses à faire, parce que souvent les PME, surtout les PME, on n'est pas bien équipés et on n'a pas beaucoup de ressources, etc. Donc il y a besoin d'accompagnement, c'est pour ça qu'on a créé des conditions spéciales pour les PME et les ETI jusqu'à 500 salariés. Donc c'est tout. Je vais pas dire plus dans le support. Vous verrez l'agenda de nos forums. Vous verrez aussi nos partenaires qui nous permettent de donner une visibilité importante à vos annonces. Vous verrez aussi les formations qu'on vous propose, qu'on propose aux employeurs pour progresser dans l'inclusion et répondre à tous les freins qu'on a cités avant.
On a même créé un jeu qui s'appelle le jeu de l'inclusion, qui se joue en 5 étapes. Chaque étape correspond à une thématique importante en lien avec l'inclusion, les préjugés, le handicap invisible, l'emploi, la performance et la posture. Donc tout ça, on peut vous les présenter. Si jamais vous avez besoin d'avoir une présentation de ces forums, des formations, de ce jeu, etc., ben, on peut prendre contact. Vous pouvez prendre contact avec nous. On se fera le plaisir de vous les présenter. Voilà. Et Tiffaine, bien sûr, elle est là pour vous envoyer le support pour ceux qui le demandent, parce qu'on n'a pas forcément vos emails pour pouvoir vous l'envoyer. Voilà. Et là, on va passer. Une question, Edouard. Voilà, alors oui. Il y a peu de questions finalement, donc n'hésitez pas, on a encore 2-3 minutes, il n'y a pas de souci. Donc on a Florence, merci Florence pour votre question. Donc Florence, sa question. Ce qui freine le signalement, c'est le fait que les salariés pensent que s'ils font reconnaître leur situation de handicap, ils seront pénalisés au niveau personnel. Par exemple, un refus de prêt à la banque. Comment faire pour les rassurer ? Alors, cette question, elle est intéressante. Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on signale qu'on a une situation de handicap, déjà, on peut garder ça confidentiel. Et uniquement le médecin du travail qui va savoir vraiment connaître les détails du handicap. Il va garder ça. Et donc, le fait d'avoir, de signaler qu'il y a une situation de handicap qui peut être reconnue, donc c'est une démarche à faire, démarche administrative auprès de la MDPH, qu'on appelle des fois le MDA maintenant, Maison de l'Autonomie. Le fait d'avoir cette RQTH permet de justifier auprès de l'employeur qui a besoin d'adapter, donc ça permet d'avoir des moyens. Et cette RQTH, elle est confidentielle, donc la banque, elle n'a pas le droit de vous demander si vous avez une RQTH ou pas. Et par contre, la banque, elle peut demander à n'importe qui, qu'on ait une RQTH ou pas, de répondre à un questionnaire de santé. Et dans certaines conditions, parce que je crois que c'est pour des prêts qui dépassent 200 000 euros. Donc, qu'on signale ou pas, ça n'a aucun lien avec la banque, avec le prêt bancaire. Ça ne pénalise pas la personne. Donc, si la personne demande un prêt de plus de 200 000 euros, elle répond à un questionnaire de santé, aucun lien avec la RQTH. Quel est ou pas la RQTH, ça n'a aucun impact. J'espère que ça a été clair. Oui, Florence, si vous êtes encore là, n'hésitez pas, dites-nous si c'est clair ou pas. Je ne vois pas d'autres questions, Edouard. Donc, c'est certainement que tout ça a été clair. Donc, je le répète, vous pouvez laisser votre mail ou récupérer le mail de Tiffaine pour nous adresser une demande. Vous avez le bouton pour demander la présentation que vous avez vue là. Et si vous souhaitez effectivement qu'on prenne rendez-vous sur des points bien spécifiques qui ont été vus ou sur ce qu'on peut vous proposer avec Talent Handicap, n'hésitez pas à revenir vers nous. On peut faire ça très, très... Peut-être un mot de conclusion, Edouard. Il est 11h pile. Oui, parfait. Je pense qu'on est dans le timing. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions non plus. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Ça me fait toujours plaisir de partager ces connaissances ou cette expérience sur le sujet qui est passionnant. Voilà, j'étais vraiment content. N'hésitez pas, on est vraiment à votre disposition. Si vous avez des questions qui vous viennent après, donc vous pouvez nous poser vos questions. On sera le plaisir d'y répondre. Voilà. Parfait. Et un grand merci pour tous ceux qui étaient là, qui ont participé. Merci de votre intérêt pour le sujet. Eh bien, merci à toutes et à tous. On aura certainement des prochains épisodes avec Talent Handicap et des webinaires qu'on vous proposera. Ils sont tous accessibles en replay, donc si vous souhaitez les partager avec d'autres personnes ou revoir des passages de ce webinaire, ils sont rapidement accessibles sur la plateforme Webikilo. Et encore une fois, on reste à votre disposition, soit pour des demandes particulières, soit pour savoir si on peut vous aider dans vos actions sur le sujet du handicap en entreprise. Eh bien, merci, très bonne journée et bientôt certainement le week-end pour ceux qui l'attendent. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.